fer non utilisé également. Vous savez que les germes aiment bien le fer, hein? Donc si vous donnez du fer qui n'est pas utilisé, ils vont en profiter. Donc, il faudra revoir les posologies qui ont été proposées. Hein? Oui, professeur. D'accord, professeur. Oui, concernant, oui, effectivement, les postologies, voilà, on avait hésité. Il y en avait qui disaient jusqu'à 5. D'autres disaient que le 5, il y avait ces risques de surcharge en fer et de rétinopathie et tout ça. Donc, on hésitait à quoi mettre. Voilà. Mettez 3 mg maximum. 3 mg, 2 à 3 mg kilo. Chez les faibles poids de naissance, très faibles poids de naissance et les faibles poids de naissance modérés, 1 à 2 mg pendant 6 mois. Le challenge, ce n'est pas la dose, c'est est-ce que les parents vont donner pendant 1 an et pendant 6 mois. C'est surtout ça le problème. C'est surtout ça le problème qu'on a. Donner du fer tous les jours pendant 1 an, je vous promets que peu de mamans vont le faire. Hein. D'accord, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Abdelaziz? Merci, professeur. Merci à l'équipe qui a présenté. C'est un document qui me paraît d'un très haut niveau quand même. Très bien structuré et il y a beaucoup d'informations qui pourraient être utilisées ultérieurement, non pas dans le cadre du DS, mais pour le travail au quotidien. Donc, je les remercie pour ça. Alors, moi, je vais juste ajouter quelques petits éléments. C'est juste un petit... Je crois que sur la clinique, je n'ai pas lu souffle systolique dessus. Je ne sais pas, peut-être que c'est une erreur. Je n'ai pas vu cela. C'est vraiment dans les anémies profondes, on peut retrouver cela. Bon, il ne faudrait pas s'attendre à ce qu'il y ait le souffle. Et en pratique, la pâleur elle-même, elle n'apparaît pas aussitôt que ça. On peut avoir des taux d'hémoglobine autour de 11, quelque chose comme ça, mais sans que forcément l'anémie soit au premier plan. Mais dans la vie quotidienne, ce qu'on voit, ce sont ces bébés qui ont un mauvais gain pondéral. C'est ça qui attire l'attention. On pense qu'ils ont reçu les rations qu'il faut ou ils ont du mal à le manger correctement. Et à partir de là, on commence à s'inquiéter, à se poser des questions. Et parmi les éléments à rechercher, il y a comme cause. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est au niveau des étiologies. Dans le cadre du syndrome transfuseur-transfusé, c'est important de rappeler ici que le danger ici, ce sera au niveau des deux bébés carrément. Pour le premier qui va subir la pâleur, c'est l'anémie qui pourra être son problème. Chez l'autre, son problème, ce sera la polyglobulie. Et potentiellement, dans les jours qui suivent, il faut craindre que ce patient présente un ictère d'évolution très rapide et qui peut aller à l'ictère nucléaire et au décès du patient. Donc, les deux, il faut les gérer rapidement et correctement. Le premier, potentiellement, c'est la transfusion qui va être une de ces solutions. L'autre, c'est potentiellement l'exsanguination qui va être sa solution. Donc, c'est pour cette partie-là. Maintenant, un autre élément dont ils ont cité comme cause d'anémie, ce sont les prélèvements répétés. Et ça, dans nos pratiques quotidiennes, ça pose beaucoup de problèmes parce que déjà, les unités de néonat sont censées utiliser des microtubes. Bon, nous, on a des tubes de numération de 1 cc en fait. Ce n'est pas les grands tubes comme les adultes où le minimum en volume sanguin, c'est 3 cc pour que le laboratoire dise que le prélèvement est, est conforme. Donc, il y a déjà un problème là-dessus. S'il faut prélever NUM, CRP, Bili et tout ça, avec un groupage, et qu'il faut avoir 3 tubes, c'est-à-dire qu'il faut lui prélever 9 cc en moyenne pour que ce soit acceptable au niveau du labo. Ça, c'est un problème. Et puis, l'autre problème aussi, c'est que si on a plusieurs bilans à faire, il faut les rassembler et choisir le moment où on peut le faire. Et comme ça, avec le même 1 cc de sang, on peut obtenir plusieurs données et avancer. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de faire, par exemple, numération seulement et groupage et le lendemain redemander autre chose. Et il faut faire très attention par rapport à cela.
pense que normalement maintenant au Sénégal, ces petits tubes sont très, très disponibles. En tout cas, nous, on les a, ça fait 4 ou 5 ans. Ça nous a permis de régler beaucoup, beaucoup de problèmes. Et donc ici, c'est surtout pour sensibiliser les prescripteurs que nous sommes, les pédiatres que nous sommes, de faire attention que parfois, on peut utiliser certaines astuces sans avoir besoin, chaque fois qu'on a un problème devant un nouveau-né, de dire qu'il me faut un prélèvement, un élément, un seul. Il faut rassembler tout ça. Donc ça, c'est le troisième point que je voulais soulever. Sinon, pour le reste, je pense que ça va, mais c'est plus des contributions qu'autre chose. En tout cas, je les remercie pour la qualité du travail qui a été fait. Et merci. Merci beaucoup, Dr Abdulaziz. Donc, moi, je vais faire quelques remarques. D'abord, sur les anémies hémolytiques, hein, dans le discours, il y a cette ressortie alpha-bêta-thalassémie, mais l'hémolyse, c'est-à-dire, c'est surtout l'alpha-thalassémie qui est responsable de ces cas d'hémolyse-là en période néonatale, plutôt que la bêta-thalassémie. Maintenant, dans la clinique, vous avez dit que la pâleur était difficile à voir chez le noir, mais il faut dire quand même comment faire le diagnostic de l'anémie chez le bébé à carnation foncée. C'est-à-dire, d'où l'importance, en fait, il faut parler de l'importance de regarder la plante des pieds et la paume des mains pour voir un peu, pour voir sur le plan clinique, identifier cette pâleur-là. C'est vrai qu'au niveau de la peau, quand la peau est foncée, c'est difficile de le voir. Le refus de tétée, bon, mettez ER plutôt que accent aigu E dans le refus de tétée. La question concernant les posologies de FSH, on en a déjà parlé. Et maintenant, les indications de transfusion chez le prématuré. C'est très intéressant ce que vous avez donné, mais il nous faut la source en fait. Est-ce que c'est parti de pratique ou bien est-ce que vous l'avez retrouvé dans un document? Mettez les indications. C'était très intéressant cette partie-là. Oui, celle-là. Celle-là. Où est-ce que vous avez trouvé? Ah, d'accord, dans les recommandations de la haute autorité de santé. Santé en France, d'accord. Non, je voulais juste vérifier que vous aviez mis la source, donc ça c'est bien. Donc, en fait, vous savez que ces recommandations-là partent en fait de pratique, hein, ça part surtout de pratique. Et c'est intéressant parce que d'en tenir compte, sachant que maintenant, vous qui avez votre malade, c'est vous qui allez apprécier. Ça c'est à titre indicatif, mais devant certaines situations, si vous voyez que sur le plan respiratoire, il y a une mauvaise tolérance, même avec un taux d'hémoglobine, il faut quand même pouvoir tenir compte de ces recommandations-là, mais tout en tenant compte de l'appréciation que vous faites vous-même de l'enfant. Maintenant, les examens prétransfusionnels, attention, là, il y a quand même des sessions que vous avez faites sur lesquelles il faut vraiment être prudent. Allez-y sur les examens prétransfusionnels, la diapo, oui. Oui, non, on ne peut pas systématiquement. Résus, ça se fait, mais allez chercher les systèmes KEL et tout, ça c'est examen prétransfusionnel réalisé quand on pense à une hémolyse, à une incompatibilité dans le système Résus et autres. Mais on ne le fait pas systématiquement pour tout le monde, n'est-ce pas? On va pas chercher. Oui, on va pas le faire pour tout le monde. Donc, quand vous êtes en présence d'une hémolyse, quand vous avez une maladie hémorragique du nouveau-né, vous avez besoin du groupe sanguin Résus. Mais quand vous avez une anémie hémolytique et que vous suspectez une incompatibilité dans le système Résus ou dans un autre système, en ce moment-là, la recherche des rails, des agglutines irrégulières, le test de Coombs, etc., c'est intéressant en ce moment-là de faire ces examens en prétransfusionnel. Donc, il faut peut-être revoir la diapo. Maintenant, les indications, l'utilisation de l'érythropoïétine, qu'est-ce que vous avez mis sur cette partie-là? M'a un peu échappé. L'érythropoïétine, oui.